On va parler ensemble maintenant des fondements politiques de la friche et nous sommes installés dans l'une des grandes tables de ce restaurant. Et nous avons réuni autour de cette table Christian Poitvin, qui est poète et acteur politique et initiateur du projet de la friche en 1990. Bonsoir. Bonsoir. Jean Nouvel, bonsoir. L'architecte qui a été un militant acharné de ce projet en étant son président entre 1995 et 2002. Et Marc Bollet, bonsoir. Vous êtes avocat et vous êtes aujourd'hui le président de la Société coopérative d'intérêt collectif. Alors, Christian, je voudrais commencer par vous, Christian alias Julien Blaine. En 1989, alors que vous êtes le nouvel élu délégué de la culture de Robert Vigouroux, vous enclenchez avec lui une politique culturelle très volontariste. Et pourquoi prenez-vous l'initiative d'engager la ville dans des interventions artistiques dans les friches? Pourquoi ce choix d'intervention artistique dans les friches? D'abord, il y a plusieurs raisons à ça. La première, il faut savoir que quand Robert Vigouroux m'a confié le soin d'être adjoint à la culture, il m'a mis ce qui était une surprise, 3e dans l'ordre du tableau. C'est-à-dire qu'il a affiché la culture comme une priorité absolue. Il y avait le premier adjoint, il compte pour du beurre, il est là pour remplacer le maire. Le deuxième adjoint, c'était le tourisme. Et le troisième, c'était la culture, sur 30 adjoints. Donc, le choix a été fait. Moi, par ma vie, j'ai travaillé dans la plupart des friches industrielles qui existaient à l'époque, dans les années 80, au début des années 80, dans le monde, et plus spécialement dans l'Europe. Que ce soit à Genève, que ce soit à Milan, que ce soit à Munich, que ce soit à Berlin, partout. Et voilà, d'un coup, qu'un jour, j'apprends, une fois de plus, que l'État abandonne Marseille, qu'on lâche Marseille, qu'on décentralise Marseille, qu'on abandonne Marseille, et que cet endroit incroyable, qui était le CEITA, une fabrique de gitanes et de gauloises, allait être abandonné par le CEITA. Donc, évidemment, immédiatement, je me rends auprès de la présidente, et je lui dis, vous avez le choix, ou vous donnez cette friche à la ville, ou vous la laissez comme ça, elle sera squattée, et complètement fracassée en quelques mois. Ça n'a pas duré très longtemps. Elle m'a donné la friche. Et donc, je savais que le jour où Marseille devenait propriétaire de la friche, on allait enfin pouvoir faire ce que je désirais, c'est-à-dire un lieu convivial pour tous les Marseillais, tous, quelle que soit leur origine culturelle et quelle que soit la discipline culturelle qu'ils pratiquaient. Parce que c'est ça, l'art contemporain. Quelles que soient les origines culturelles et quelles que soient les disciplines culturelles, et surtout comment les deux se mélangent. Et que ça soit en même temps un lieu convivial. Vous aviez l'intuition dès le début que finalement, en confiant aux artistes des friches, ils allaient créer autrement, produire de nouvelles formes artistiques? Ah oui, non, ça je crois très sincèrement qu'un lieu comme la friche, que j'ai évidemment, comme vous le savez, après un brouillon qui a été fait avec Alain Fourneau et Philippe Foulquier, que j'ai confié ensuite à Philippe Foulquier et à Fabrice Lextré, je savais que non seulement ça allait devenir ce que ça allait devenir par rapport aux disciplines culturelles normales, mais que ça allait devenir aussi ce que ça devait être par rapport au mélange des disciplines culturelles. C'est là où il y a eu une des radios que vous connaissez, Radio Grenouille, c'est là où on a eu les premiers sites internet, c'est là où il y a eu les premiers blogs, en plus de tout le reste, en plus des lieux de répétition, par exemple pour un groupe que vous connaissez peut-être qui s'appelle IAM, et par rapport à tout le reste. Ça a été un lieu où d'un coup on était libre d'inventer ce qu'on voulait, libre absolument. Parce que c'est ça le problème. Comment créer de manière libre, absolue? Alors là, justement, vous venez de dire que vous aviez confié le projet à Philippe Foulquier et Alain Fourneau. Pourquoi avoir choisi Philippe Foulquier et Alain Fourneau? Et au fond, pourquoi ne pas avoir choisi, je ne sais pas, des artistes déjà connus, avec une vraie signature internationale? Pourquoi ce choix d'artistes locaux à Marseille? Ah ben ça, c'est une plaisanterie alors. Hein. Bon, d'abord, il y avait des immuables ici. Alors les immuables, c'était Marcel Maréchal, Théâtre de la Criée. Il y avait Antonis Vouyoukas au Gyptis. Il y avait encore Richard Martin. Et puis, il y avait ces deux personnes qui avaient vraiment du désir. Il y avait trois types qui avaient du désir, vraiment du désir de faire des choses. Il y avait François-Michel Pessanti, Alain Fourneau et Philippe Foulquier. Donc, Michel Pessanti voulait rester avec sa compagnie tranquille. Donc, on a commencé avec Alain Fourneau et Philippe Foulquier et on a continué avec Philippe Foulquier. C'était ça important. Sinon quoi? J'allais faire quoi?
m'adresser à des stars des leaders de la droite, comme Johnny Hallyday ou Jean d'Ormesson, ou un grand star international comme Jeff Koons. Mais je ne voulais pas de leader américain, et je ne voulais pas de leader qui était représentant de la droite nationale. Je voulais des gens qui savaient ce que c'était Marseille, qui avaient du rêve pour Marseille, qui avaient du désir pour Marseille, et qui avaient du désir pour l'art et la poésie à Marseille. Tout à l'heure, nous avons ouvert cette émission avec l'abécédaire de Philippe Foulquier, mais je précise que Alain Fourneau est aussi dans la salle ce soir. J'en suis ravi, je l'avais vu. Jean Nouvel, vous avez pris le relais de Suzanne Joubert à la présidence de l'association Système Friche Théâtre de 1995 à 2002. Une présidence que nous pourrions qualifier, ou certains qualifient de militante et d'engagée, parce que vous avez arpenté le territoire marseillais pour nourrir le projet, et puis surtout de tenter de convaincre les techniciens et les politiques de l'importance de cette aventure de la friche. Alors ma première question, au fond, elle est assez simple. Elle concerne votre découverte du site. Tout à l'heure, on entendait des artistes raconter combien le site était immense, le caractère impressionnant de sa taille. Quelle a été, votre découverte en 1993 de ce site à la friche? Effectivement, je l'ai découvert parce que je connaissais uniquement les bâtiments de l'extérieur et on ne peut pas deviner ce qu'il y a dedans. On ne peut pas deviner l'échelle, on ne peut pas deviner les structures de béton, on ne peut pas deviner l'étrangeté du lieu, en fait. Et je trouve que quand on tombe sur quelque chose comme ça, c'est comme un gisement, en fait, pour un architecte ou pour un urbaniste. C'est-à-dire qu'on se dit, qu'est-ce qui va se passer là? Normalement, si ça se passe comme d'habitude, ça se passe mal, ça se lotit ou ça se démolit. Et que ça se lotit, ça veut dire que ça se bousille complètement avec des cloisons n'importe où, n'importe comment. Et c'est le marché, en fait, qui fait l'architecture et c'est le marché qui fait la ville. Il y avait aussi déjà une activité qui était formidable. Et effectivement, il y avait IAM, il y avait toute une série d'artistes qui étaient là. Et déjà, on sentait quelque chose de précurseur. On sentait que quelque chose pouvait se passer là, qui n'existait pas ailleurs à cette échelle-là. Par rapport à cet événement sportif. Et d'emblée, j'ai pensé qu'il pouvait se passer là quelque chose de tout à fait moteur par rapport à toute une série d'événements urbains qui se passaient en Europe à ce moment-là et qui continuent à se passer. C'est-à-dire, je croyais que quelqu'un me huait, mais en fait, ce n'est qu'un enfant qui est tout à fait sensible à ce que je raconte. Et donc, je pensais effectivement qu'on pouvait montrer que dans un lieu comme ça, de par la spontanéité, de par le casting naturel qui s'était créé, de par le désir qui était là, et de par l'unicité du lieu d'un point de vue exceptionnel, s'il pouvait se passer quelque chose là de formidable. Donc quand Philippe Foulquier m'a posé cette question, je me souviens très bien que à l'époque, j'étais resté quelque temps pour l'exposition de César avec Bernard Blisten à la Vieille Charité. Et j'ai visité ça à ce moment-là. Et j'étais absolument ébloui. Je me suis dit que là, il faut absolument que l'aventure continue. Mais vous n'avez pas dit ça, et il m'a dit il faut que tu deviennes président de la friche. Je lui ai dit là, on va peut-être vite en besogne. Justement, et puis, finalement, pourquoi vous avez accepté d'être président de cette friche? Et j'ai accepté pour les raisons que je viens de vous dire. C'est-à-dire que j'étais vraiment absolument sidéré du potentiel de la situation. Et je pensais qu'il allait être possible de convaincre les élus de façon plus rapide quand même, Christian. Parce que souviens-toi, c'était pas fait. Et je trouvais que les budgets étaient ridicules par rapport au potentiel, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé qu'un lieu comme ça était de nature, à l'échelle méditerranéenne, de fédérer, d'échanger, d'inviter, et que là, il y avait une osmose qui allait se passer, qui allait être fabuleuse, surtout si on prenait en compte le potentiel urbain. C'est-à-dire que c'est une chose qui s'est réalisée petit à petit, peut-être pas exactement comme on l'a imaginé au départ avec Philippe Foulquier, mais c'est quand même une partie du rêve déjà qui est là. Bon, et ce rêve, c'était de constituer une véritable ville, un quartier culturel, mais une véritable ville dans la ville, avec des notions
transculturelle, avec des notions transesthétiques, avec une autre attitude, avec une liberté, avec beaucoup de producteurs qui eux-mêmes invitaient des artistes, et avec ce frottement entre les arts. Il y a des gens qui écrivent, il y en a qui font de la musique, il y en a qui peignent, il y en a qui... Bon, vous le savez mieux que moi, il y a ici tout ce qu'il faut pour créer un monde qui est au croisement de toutes les créations. Alors je crois savoir que Philippe Foulquier justement était venu à votre rencontre suite à un propos que vous aviez eu dans une intervention sur l'architecture où vous disiez l'avenir de l'architecture n'est pas architectural, d'une certaine manière, avez-vous déclaré. Et alors, avec la complicité de Philippe Foulquier, du Bertonka, des producteurs et artistes de la Friche, vous avez impulsé l'écriture du projet culturel pour un projet urbain. J'aimerais savoir comment vous avez un peu travaillé avec autant d'acteurs au fond, hein, parce qu'il y avait déjà effectivement beaucoup de monde, sur cette vision forte que finalement l'avenir de la Friche serait dans son dépassement. Vous avez tout de suite cette idée qu'il fallait qu'elle sorte au fond aussi déjà de ses murs. Mais il fallait être curieux comme Philippe pour aller lire ce texte. L'avenir de l'architecture n'est pas architectural, parce qu'a priori c'est paradoxal, évidemment, c'est la valeur de quelques titres, mais ça voulait surtout dire que l'architecture n'est pas une discipline autonome. Et ça appelle donc au transculturel. Ça appelle à trouver souvent dans d'autres disciplines les raisons de faire quelque chose. De la même façon que dans un lieu comme la Friche, il y a du transarchitectural, parce qu'aujourd'hui, si on veut faire du trop grand, du trop haut, du trop sombre, du trop petit, du trop tordu, du trop, c'est la seule façon. La conversion aujourd'hui, la reconversion est le seul moyen. Toutes les normes de programme et de technique et d'économie conduisent à normaliser tous les espaces. Ici, il y a une richesse, je lisais ça, on n'a pas les moyens, on n'a pas d'argent, le lieu est dur, mais il y a une valeur absolument extraordinaire, c'est cette situation, cet espace et les libertés qu'il crée. Et la façon dont il a été aménagé prouve totalement ça déjà. Et la façon c'est là donc où on a parlé d'un projet culturel, d'un projet urbain pour un projet culturel. Et je pense que la nature du lieu est de nature aussi à favoriser l'ouverture, parce qu'autrement c'est un lieu fermé. Et paradoxalement, c'est cette place haute qu'on a voulu à l'époque, qui devient le lieu le plus ouvert, quoi, c'est le plus attractif. Mais il faut considérer qu'il soit exactement comme une petite ville. Et il faut considérer que dans cette ville, il y a toutes les mutations possibles. Que les gens peuvent changer de lieu, peuvent changer d'espace, peuvent vivre d'une façon qu'ils peuvent totalement imaginer qu'ils ne pourraient pas ailleurs. Dès qu'on se trouve dans des bureaux avec 2,80 m sous plafond et des murs rideaux, c'est fini. Il y a plus, pour un artiste, que ce soit pour quelqu'un simplement qui imagine, ou pour quelqu'un qui peint, ou quelqu'un qui sculpte, ou qui veut faire des objets, ou de la scénographie, c'est absolument impossible. Ou de la musique, c'est impossible. Donc ici, il y a ce potentiel-là, ce potentiel urbain, ce potentiel poétique, ce potentiel politique, qui était formidable. Et on s'est dit, il faut absolument obtenir la continuité de cette histoire, parce qu'on avait peur de se faire virer quand même. Parce que même si la ville le gérait, la Ceita était toujours le propriétaire. Donc on était en grand danger aussi. Donc il a fallu opter entre c'est réellement provisoire, où on essaie de prolonger l'aventure. Et on a dit c'est une base en fait. Ici c'est une base. À partir de cette base, on peut travailler sur un territoire. Et ce territoire, c'était Marseille, mais ça pouvait aller plus loin que Marseille. Et tous les artistes, on les incitait à ce moment-là à aller dire, bon, allez travailler dans les ensembles, allez peindre ailleurs, et pour les musiciens pareil, etc. Bon, donc je veux dire, c'était vraiment un QG, quoi. Justement, nous avons souhaité donner la parole à deux autres politiques qui, après Christian Poitvin, ont marqué les étapes de la Friche et ont permis au fond qu'elle continue. Et donc on vous propose d'écouter le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, auquel nous avons demandé sa perception de la Friche lorsqu'il arrive au pouvoir en 1995. On l'écoute. Eh bien, dès effectivement mon élection en 1995, j'ai cru à l'importance de la friche de la Belle de Mai qui s'est installée dans l'ancienne manufacture de tabac. C'est un projet
qui, aux yeux de la municipalité, s'intègre dans la requalification urbaine du quartier par le biais du pôle patrimonial qui accueille notamment aussi les archives municipales et le pôle média. Il regroupe à l'heure actuelle 50 entreprises et reçoit à peu près 450 000 visiteurs par an. Le développement s'est fait étape par étape, mais il est très symbolique de la volonté culturelle que nous avons dans la ville de Marseille. Alors, la friche porte bien entendu le nom du quartier de la Belle de Mai et contribue ainsi à son développement, par exemple par la réouverture du cinéma Le Gyptis. Preuve de son importance, la friche va accueillir l'un des 6 centres nationaux de création musicale de Marseille, dont nous avons inauguré ce matin même. La friche s'intègre pleinement au projet urbain Quartier Libre Saint-Charles Belle de Mai. C'est la raison pour laquelle la municipalité a pu acquérir 7 hectares de casernes, ancienne propriété de l'État, que nous allons pouvoir occuper au fur et à mesure. Eh bien, je crois que depuis 2013, Marseille, capitale européenne de la culture, nous avons pu aider toutes les structures culturelles. Bon, il y a l'opéra, il y a notre théâtre sur la Canebière, il y a 50 théâtres à Marseille. Il y a les équipes chorégraphiques, il y a une force culturelle très importante puisque même les patrons s'y intéressent maintenant dans la nouvelle initiative qu'ils veulent prendre dans l'année de 2018. Donc nous aidons beaucoup. Et nous aidons avec un état d'esprit qui n'a jamais varié. Tous ces acteurs culturels que nous aidons financièrement, nous leur donnons en quelque sorte une carte. Sur cette carte blanche, parce qu'ils sont libres de tout, s'il y avait un mot à écrire, ce serait liberté. Voilà ma thèse, c'était celle du début de ma municipalité en 1995, je n'ai pas varié. Alors voilà, Jean Nouvel, après ce témoignage de Jean-Claude Gaudin que vous avez travaillé au corps et convaincu avec Philippe Foulquier lors de la campagne municipale de 1995 afin qu'il continue de soutenir ce projet. Marc Bollée, vous avez été le dernier président de l'association Système Friche Théâtre après la présidence de Philippe Grombert et de Robert Guédiguian. Absolument. Vous êtes aujourd'hui le président Des établissements je traditionnels. crois qu'il y a quelques tests. Vous êtes aujourd'hui, Marc Bollée, le président de la société coopérative. Et expliquez-nous comment vous vous êtes intéressé à la friche et qu'est-ce que signifie pour vous aujourd'hui être président de cette société coopérative. Alors d'abord, je veux dire que je me suis intéressé à la friche à la demande il y a une grosse quinzaine d'années, de Philippe Foulquier, qui dirigeait l'association Système Friche Théâtre. J'ai connu donc la friche lors de son adolescence et c'est dans un cadre professionnel qu'on m'a demandé de surmonter quelques crises que rencontrent les adolescents dans leur croissance. La friche n'échappait pas à la règle, elle a éprouvé un certain nombre de difficultés et c'est dans ce cadre-là qu'avec Philippe, qu'avec Fabrice, nous avons su trouver des solutions, eu l'énergie nécessaire pour surmonter ces difficultés. Voilà pourquoi je suis tombé dans la friche quelques années après. Et alors même que nous avions d'ailleurs avec Philippe surmonté une seconde crise, Philippe a eu l'amitié, la gentillesse, l'honneur de me proposer de prendre la présidence de Système Friche Théâtre, ce que j'ai accepté et depuis que j'y suis rentré, je n'en suis plus sorti. Alors vous étiez président de l'association et puis maintenant vous êtes président de la coopérative. Qu'est-ce que cela signifie d'être président d'une coopérative pour vous ? Je crois qu'il fallait changer de temps, il fallait changer de siècle à ce moment-là. Nous avions une aventure collective et nous n'avions pas un véhicule à notre disposition qui reflétait le collectif au sein de ce territoire.
Et la société coopérative était le meilleur des outils à notre disposition, pour faire simple et pour ne pas faire naturellement de technique. Un homme, une voix, et la nécessité de parler, la nécessité de communiquer, la nécessité d'échanger, de prendre des décisions ensemble. Voilà. Donc il fallait passer d'un système associatif relativement classique, avec une structure classique, à une structure coopérative, pour faire vivre dans une gouvernance tous ceux qui, sur le terrain, déjà vivaient ensemble. Vous me disiez, oui, c'est bien. On a parlé de pourquoi la friche, pourquoi j'ai accepté cette présidence de cette coopérative. Mais vous me disiez aussi, mais comment et surtout, qu'est-ce qu'on y fait au fond? Alors, comment? C'est-à-dire, quel est votre rôle en tant que président? Monsieur Poitvin disait tout à l'heure, parlait du provisoire. Le provisoire, c'est tout à la fois la force de la friche et sa faiblesse. Et si, à la question que vous me posez très directement, vous servez à quoi? J'essaie d'inscrire le provisoire dans la durée. Et inscrire le provisoire dans la durée, c'est tout à la fois s'occuper, pour ne pas prendre des termes trop techniques, de la société coopérative et la faire vivre dans toute sa dimension, et faire en sorte aussi que la friche puisse avoir les moyens de son ambition, c'est-à-dire les moyens de son indépendance et les moyens de sa créativité. Voilà, c'est ça mon job. Mais cette tension entre provisoire et durée, moi je le traduis comme précarité et institution, d'une certaine manière. Non, pas forcément, c'est pas une opposition. C'est pas une opposition. Tenir ensemble. Oui, on est dans ce lieu, grâce à Jean et grâce à tous ceux qui ont investi leurs talents et leurs compétences, on est dans un monde qui n'est pas ordinaire. On est dans un cadre qui n'est pas ordinaire. Et donc, ce que je veux faire passer comme message, c'est d'arriver toujours dans ce lieu à faire la synthèse. Alors on se dote de tous les outils pour ça. On a des lieux qui sont ouverts, on les a revisités tout à l'heure. Jean Nouvel, qui revisitait ces lieux après quelques années, a eu une réflexion que je trouve magnifique et qui était le signe d'une forme d'aboutissement, même si tout est toujours à construire. Il disait c'est devenu une ville. Et c'est ça qu'ils avaient imaginé au départ, en reprenant ces lieux, en ne touchant pas les structures, en laissant ce côté ouvert. Moi, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas d'opposition au sein de cette maison. La porosité des activités, la porosité des lieux crée effectivement cette dynamique. C'est ça qu'il faut mettre en musique tout le temps dans le cadre de la société coopérative. C'est pas simple, mais on repousse souvent les limites du possible, mais en tout cas ça fait partie du job, de la mission, de celle des administrateurs, de celle de l'équipe salariée de la friche, d'Alain Arnaudet, bien sûr, au quotidien. C'est ça notre ambition. Mais avant, je voudrais encore avec vous, Jean Nouvel, revenir, parce que nous avons parlé tout à l'heure du rôle politique que vous avez joué un peu dans cette histoire de la friche, mais j'aimerais qu'on parle aussi de la manière dont vous avez intervenu d'un point de vue programmatique, urbain, architectural, disons. Parce que d'abord, pour vous, il n'a jamais été question de la réhabilitation du bâtiment au sens du patrimoine. C'est-à-dire la question patrimoniale n'était pas l'enjeu pour vous, c'est cela ? Non, c'est pas la réhabilitation, c'est l'habilitation au plan patrimonial. C'est pas pareil. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de refaire ce qui était là, il s'agit simplement d'utiliser un potentiel d'une autre façon. Et d'ailleurs, si j'ai fait appel à Patrick Bouchain après, c'est parce que c'est un stratège sur le plan associatif, sur le plan démocratique, sur le plan de la rencontre entre les hommes et approche du micro. Sur le plan de la rencontre. Et je pense que finalement, ce qui s'est passé là, c'est une chose qui est logique. C'est ce qui doit se passer en architecture au niveau des générations. Chaque génération doit faire son travail et doit témoigner. Bon, ils ont continué ce projet-là. Ce projet-là, c'est effectivement de transformer, mais à ce moment-là, le territoire était plus grand. Il y avait l'îlot 2 en même temps, qu'on espérait bien avoir et d'une autre façon, parce qu'il a échappé à la dimension culturelle, finalement. Et ça aurait été beaucoup plus intéressant, évidemment, de pouvoir jouer à une échelle encore plus grande. Oui. Mais les politiques ne voyaient pas ça de cet œil-là. Mais il y avait déjà l'idée
de savoir comment ce bâtiment allait pouvoir être utilisé dans des changements radicaux. C'est à ce moment-là qu'on a parlé de la place haute, qui est aménagée aujourd'hui, et de la façon de disséquer ou d'ouvrir très particulièrement un certain nombre de lieux et de le compléter. Donc c'est cette stratégie-là qui a été mise au point, qui a été présentée aux politiques et qui a déjà fait son chemin, je dirais. Mais maintenant, ce qui avait beaucoup plus de mal à faire son chemin, c'est une fois encore le financement. C'est toujours pareil. Donc il faut convaincre de l'intérêt de l'action culturelle pour obtenir, avec les bons partenaires, ce qui change quelquefois politiquement avec les élections, et il faut obtenir les bons moyens au bon moment. On a obtenu quand même le fait de pouvoir rester ici et que ces lieux soient achetés et qu'ils puissent rester en grande partie pour la friche. C'était essentiel. La connexion des îlots était pour vous primordiale. La connexion, oui, mais surtout toutes les transitions entre eux, c'est-à-dire la transition et l'existence de la friche qu'il fallait ouvrir. J'ai toujours pensé qu'il fallait l'ouvrir. Si on restait avec une petite porte et s'il n'y avait rien qui était accessible au plan urbain et pas uniquement pour les spécialistes culturels de telle discipline, ça ne pouvait pas aller. Donc il fallait prendre cette dimension de quartier, cette dimension effectivement de petite ville dans la ville. Et à ce moment-là, dès que les gens arrivent et se perdent ici dans beaucoup d'endroits et que ça devient mystérieux, parce qu'il fallait conserver cette complexité et ce mystère, et ce patrimoine en soi, il reste comme une nostalgie aussi. Il reste comme une nostalgie qui est transformée et qui finalement donne des racines à tout ça. C'était le sens de la pièce radiophonique, par exemple, de Lucien Bertolina lorsqu'il est arrivé à la friche, de marquer cette histoire de la friche, mais aussi sa transformation et son futur. Julien, je crois que vous vouliez peut-être intervenir. Je vous ai vu prendre plein de notes. Un petit dernier mot, peut-être. Volontiers, non, je ne voulais pas intervenir comme ça, mais puisqu'on me le propose, je suis ravi. Non, je crois que Arnaudet et Boulet, monsieur le président, monsieur le directeur, ont bien compris ça. L'art et la poésie, c'est une question de désir. Le problème, c'est se donner les moyens de son désir. Le vrai problème, c'est comment on peut se donner les moyens de son désir. Ce désir fut-il désespéré ou désespérant. Et je crois que c'est très important. Et ça, je crois que vraiment ce qui se passe aujourd'hui à la friche encore, c'est toujours la solution de se donner les moyens de son désir, qu'il soit réalisable ou irréalisable. On retrouve l'utopie. On retrouve l'utopie, et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, on retrouve l'utopie et on doit se donner les moyens, nous, de réaliser cette utopie. Vous, désormais. Merci beaucoup à vous trois. Merci Christian Poitvin, alias Julien Blaine. Merci Jean Nouvel. Merci beaucoup. Et merci Marc Bollé. On va continuer. Merci à vous. Oui, on peut les applaudir, effectivement, pour le rôle qu'ils ont joué quand même important pour ces 25 ans de la friche. Nous avons là quand même des acteurs importants de cette histoire.